Bonjour, je suis Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique et quelques balises pour les identifier facilement dans nos outils de recherche ou encore à la lecture du PDF de l'article. Alors, on va commencer par aller voir concrètement la structure d'un article scientifique. Alors ici, j'ai mon article. Première chose, les auteurs sont habituellement d'affiliation universitaire. Ensuite, au niveau de la structure, on va couramment voir un résumé, suivi d'une introduction et d'une recension des écrits. Parfois, la recension des écrits est incluse dans l'introduction. Et sinon, il va y avoir également une section méthodologie et normalement une section présentation des résultats. Ici, ils ont fusionné section métaux et présentation des résultats. Je pourrais descendre, en tout cas, il y a des tableaux de résultats plus loin. Et il va y avoir une section discussion qui fait un retour sur les résultats. Toutes les réflexions sont toujours soutenues par des mentions de sources, de sorte qu'à la fin de l'article, on va avoir une liste de références assez importante. Si je retourne plus haut, dans le cas de l'éditeur Elsevier, eux prennent toujours la peine d'indiquer la date à laquelle ils ont reçu l'article, la date à laquelle ils ont reçu la forme révisée de l'article et finalement la date où ils ont accepté le manuscrit final. Donc ça met la puce à l'oreille qu'un article scientifique, c'est plus compliqué. C'est pas j'envoie mon article, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Il y a vraiment un processus de révision par les pairs. C'est vraiment là, la marque qui indique ce qui est un article scientifique, c'est la révision par les pairs. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce processus-là. L'auteur a écrit un article, il l'envoie à l'éditeur de la revue, qui lui, peut voir que ça semble être un article intéressant, mais il doit valider sa première impression en faisant appel à 2-3 experts de domaine qui, eux, vont lire en profondeur l'article, le commenter, identifier les erreurs, à suggérer des pistes d'amélioration. Et donc, ils envoient leurs commentaires à l'éditeur qui les achemine à l'auteur et qui doit réagir. L'auteur doit obligatoirement réagir aux commentaires. Donc là, il y a des allers-retours qui peuvent se faire entre les auteurs et les réviseurs par l'entremise de l'éditeur. Ce qui fait que le manuscrit initialement soumis pourrait être finalement refusé, considéré comme n'étant pas adéquat pour la revue, pour diverses raisons, mais pourrait aussi finalement faire l'objet d'une publication. Tout ce processus-là se fait, si possible, en double aveugle. Ça veut dire que les auteurs, les réviseurs ne savent pas, ne se connaissent pas, on ne sait pas qui fait la révision ni qui est l'auteur. Tout est fait de façon anonyme. Donc, peut-être qu'ils se connaissent dans la vraie vie, mais ils ne savent pas qui est en train de faire le travail de révision. C'est vraiment la méthode classique, mais ce modèle est somme toute récent. C'est vraiment la revue Nature 1967 qui l'a mis en place et que les autres revues ont emboîté le pas. Je veux dire, certains disent que ça fait des siècles qu'on fait des révisions par les pairs. C'est pas vrai. Au départ, c'était surtout une fonction de censure. Et donc, il y a eu plusieurs modèles avant qu'on arrive au modèle classique dominant. Mais encore aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles en émergence dont je n'ai pas le temps de parler, mais on essaie encore d'améliorer. Ce n'est pas un modèle parfait, mais ça demeure encore le modèle le plus en vogue. Je vais maintenant aller concrètement dans les outils de recherche, voir comment on peut identifier les articles scientifiques. Alors, dans l'outil de recherche SOPHIA, vous avez la liste de résultats et vous allez dans le panneau de gauche pour choisir le filtre type de contenu et on choisit publication scientifique. C'est vraiment pas compliqué. En cochant ce critère, on va éliminer des articles qui n'ont pas fait l'objet d'une révision par les pairs.
des fois, il y a quelques articles professionnels qui se glissent au travers, mais somme toute, c'est assez fiable comme fonction. Si je vais dans une autre interface, mettons une base de données qui serait sur Psycho, c'est le même design. On a des résultats et il faut aller dans le panneau de gauche et on cherche une fonction qui ressemble à une révision. C'est relu par un comité de lecture, ici, qu'on trouve comme appellation. Si je vais dans une autre interface, ProQuest, panneau de gauche, eux, ils l'ont appelé publication académique. Et si je vais dans APA, l'appellation qu'on trouve dans le panneau de gauche, c'est Peer Reviewed Journal. Donc, somme toute, c'est assez fiable comme fonction. Si jamais, pour votre devoir, on vous demande un article scientifique résultant d'un processus en double aveugle, là, c'est plus spécifique. Là. Ça, je ne peux pas vous garantir qu'ils sont tous en double aveugle. Ils ont tous une révision, mais comme je vous dis, il y a plusieurs modèles en cours. À ce moment-là, il faut faire une vérification manuelle. Quand même quelques secondes, dans Google Scholar, vous voyez dans le panneau de gauche, on ne peut pas faire de filtre par publication scientifique. Donc, dans Google Scholar, vous n'avez pas le choix. C'est toujours une vérification manuelle que vous devez faire. Donc, comment on fait ça, une vérification manuelle? Bien, ça, il faut aller sur le site de la revue. Je vais aller sur une revue. Et puis, habituellement, il y a toujours une section à propos. Il faut vraiment aller voir où est-ce que la revue se présente et puis elle va forcément dire qu'elle fait un processus de révision par les pairs. Si elle ne dit rien, il faut plutôt se dire qu'il n'y a pas de processus de révision. Mais si elle en a un, elle ne va pas le cacher, là, elle va tout faire pour... c'est vraiment une marque très importante là, à mettre de l'avant. Dans le cas des revues qui sont sur Érudit, c'est très pratique. Ils ont une fiche donnant les faits saillants et qui indique ici « évalué par les pairs », oui. Dans ce cas-ci, c'est facile à identifier. J'aimerais prendre quelques minutes pour conclure la vidéo en vous invitant à demeurer vigilant quand vous lisez vos articles scientifiques parce que le marché de l'information est un écosystème complexe que je n'ai pas le temps d'expliquer en 2 minutes. Mais je trouve important de vous signaler que cet écosystème a permis l'installation de revues prédatrices, c'est-à-dire qu'il y a des revues, des éditeurs là, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire de l'argent sur le dos des chercheurs. Donc, quand vous cherchez dans des outils de recherche qui n'ont pas été sélectionnés par les bibliothèques, vous augmentez vos chances de vous exposer à peut-être des contenus qui sont de piètre qualité. Donc, ces revues avec des pratiques douteuses, on va dire, elles excellent dans l'art d'imiter les revues scientifiques. Donc, elles ne sont pas gênées de mettre des informations fausses sur le site. Elles vous disent qu'elles font un processus de révision par les pairs alors que c'est faux. Les contenus n'ont pas du tout donc, été révisés. Ils peuvent être pleins d'erreurs. Ils vont même aller jusqu'à usurper des identités, par exemple. Donc, même si on prend la peine de faire plein de vérifications, il faut vraiment aller plus loin. Là. On voit le nom d'un chercheur, bien, il faut aller vérifier est-ce que c'est vrai que le chercheur a accepté. Donc, ça peut être assez complexe. Je vais vous montrer un cas d'une revue qui, dans le passé, s'est fait hijacké par une revue prédatrice. Donc, la revue La Pensée, qui est une revue multidisciplinaire, est tout à fait légitime. On trouve la fiche de la revue sur Cairn, qui est un excellent fournisseur d'informations. Donc, vous, à force de chercher, vous allez acquérir une connaissance des éditeurs importants, des grands fournisseurs. Et puis, quand vous allez arriver sur des sites, vous dites « Oh, tiens, je ne le connais pas, celui-là. » Bien, au moins, vous saurez qu'il faut prendre un peu plus de temps pour vérifier si vous avez affaire à une ressource fiable. Donc, la revue La Pensée, on la voit signalée sur ce site, Open Academic Journal Index, mais si on fait des vérifications, on sait que ce n'est pas une source fiable. Il y a beaucoup de revues prédatrices qui peuvent être indexées dans ce site et on voit une fiche pour la revue La Pensée
mais le lien qui y est ne mène pas à la revue légitime. C'est un lien qui menait à la revue prédatrice. Le lien maintenant mène c'est mort, là, mais genre, il y a 1 ou 2 ans, ça menait à des contenus qui étaient de piètre qualité. Ces contenus-là existent quand même quelque part encore sur le web. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste être vigilant. Soyez toujours en mode évaluation de l'information. Alors, peut-être que je soulève plus de questions que je ne l'aurais souhaité, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire à vos bibliothécaires. Ils vont pouvoir vous donner des sources pour évaluer l'information ou sur les éditeurs prédateurs, si c'est vraiment ça qui vous chicote. Vraiment, n'hésitez pas à leur écrire. Au revoir.